Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8 Le Mag. Nous sommes au musée des 24 heures pour une émission avec un programme chargé. Au menu de ce V8 Le Mag, les 24 heures moto avec les animations et expositions organisées par la CO, la première épreuve de la saison 2018-2019 du championnat du monde d'endurance auto, c'était les 6 heures de Spa le 5 mai, la journée nationale de la Fédération française des véhicules d'époque, ici même au musée des 24 heures le 29 avril, Harley-Davidson ensuite avec la restauration d'un Paned. Nous sommes allés à Arnage le 6 mai pour la 5e bourse d'échange, les nouveautés du mois avec Automoto Show, et enfin Pascal Brulon a essayé la nouvelle Nissan Leaf. Actualité chargée donc, c'est parti dans V8 Le Mag. Très belle semaine ensoleillée pour les 24 heures du Mans moto, avec des animations appréciées du public. Le mercredi, présentation des motos et des pilotes place des Jacobins, et dans le village du circuit, 2 expositions, les anciennes et les héros du Mans. La moto, fait partie de l'ADN de la CO et depuis le début, les premières courses, c'est 1912-1913. Alors peut-être que les 24 heures du Mans auto ont pris plus de place, plus d'importance, mais il n'empêche que la moto est chère à notre cœur. Donc, les 40 ans étaient l'occasion peut-être d'amener des éléments qu'on connaissait dans les autos, comme le Hall of Fame, comme célébrer les anciens champions, comme réaliser de belles expositions. Et le fait, quelque part, de pouvoir ramener aussi la fête dans la ville, avec vraiment ce petit coup génial de faire le briefing et d'amener, je crois, au final, plus d'une quarantaine de machines place des Jacobins, eh bien, ça permet de revivre un peu les motos comme on le fait pour les autos. Et puis, on a été de nombreuses années à ne pas vouloir laisser s'échapper les motards du circuit, mais là quelque part de ramener la fête aussi dans la ville, de faire que les gens du coin se l'approprient, c'est quand même une chose assez géniale et ça a été un vrai succès puisqu'on a eu énormément de public pour cette première. C'est une vraie réussite, c'est un bel événement, les 24 heures moto sont un bel événement et là le fait de pouvoir se rapprocher du public des 24 heures, des enfants, il y a plein de gens qui viennent nous poser des questions sur la course en général, sur les ravitaillements, sur les motos, sur l'équipe. Moi je trouve que c'est super, il fallait faire ce genre d'événement, ça marche, il y a plein de monde. Se rapprocher des 24 heures auto, pourquoi pas, il se fait de très belles choses avec les 24 heures auto et moi je suis très content qu'il y ait autant de monde et qu'on ait pu organiser cette belle journée. On n'est pas encore aux 24 heures automobiles qui fait déjà le pesage complet sur cette place et donc ça a encore une ampleur un petit peu différente. Mais là c'est un début, un bon début. Je ne dis pas qu'on fera les vérifications et le pesage ici, mais arriver à mouiller le public, à se rapprocher du public, à faire que le public aussi se rapproche de nous, eh bien ça c'est une très bonne chose. En plus on est servi merveilleusement, alors il faut encourager, il faut faire que tout se passe bien. La CO voulait que les 40 ans des 24 heures moto soient aussi les 40 ans de la fête de la moto en Sarthe. Et on sait qu'il y a de nombreux passionnés de motos anciennes. Il y a des clubs très actifs. Alors bien évidemment le Retro Motocyclette Club et puis aussi le club Vespa. Donc on a proposé à ces clubs de s'associer à nous et puis de venir montrer leur passion de la moto au public, aux aficionados des 24 heures du Mans. Et derrière nous, bien, nous avons une très très jolie exposition qui montre tout l'intérêt de la moto en Sarthe et en particulier pour les machines anciennes. On a des pièces rares, parfois des pièces uniques, que ce soit du côté des Vespa qui sont juste derrière nous ou alors des motos. Je crois qu'on a sur 24 motos présentées 19 marques différentes. On a des machines qui commencent depuis les années 20 pour aller jusque, je dirais, dans les années 60. Donc on a une belle vision de ce que peut être la moto, l'industrie de la moto de manière générale. Et ça intéresse beaucoup ce public, qui est un public de connaisseurs. Les amateurs de moto sont peut-être encore plus pointus que les spectateurs de l'auto et des 24 heures auto. Donc ça, c'est la première expo. Et puis à l'opposé du village, on en a une seconde qui s'appelle les héros du Mans. Et là, on a voulu, à travers 12 portraits, donc on est sur un aspect qui est beaucoup plus humain, raconter une très belle aventure, une très belle épopée de 40 années de course de 24 heures moto sur le circuit Bugatti. Alors on a voulu retenir de façon, je dirais, assez logique, les premiers gagnants, le duo Léon-Chemarin, les recordman de victoire, Vieira, Leblanc, ceux qui étaient aussi à 4 victoires, le recordman de participation avec Gérard Jolivet, 25 fois Le Mans, une femme, Eliam Scherer, et puis ceux qui avaient des parcours insolites. Le seul champion du monde de vitesse
Qui a gagné les 24 heures moto? Mike Di Meglio, c'était l'année dernière, le seul team manager qui a gagné les 24 heures moto, à la fois sur la moto en étant team manager, puis après Christophe Guyot. Donc tous ces gens-là sont des sortes d'ambassadeurs, de grands témoins de la course. Donc c'est vraiment une expo très intéressante avec des vidéos, avec des souvenirs que chaque pilote nous ont amenés. Voilà, c'est ça les deux grandes expositions des 40 ans des 24 heures moto. Le championnat du monde d'endurance automobile a entamé la saison 2018-2019 avec les 6 heures de Spa-Francorchamps le 5 mai. Une course commentée par Bruno Vandestick. Des conditions estivales en ce samedi 5 mai en Belgique. Jean Todt, président de la FIA, est venu saluer l'événement, les 6 heures de Spa-Francorchamps avec Fernando Alonso. C'est la manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance, format super saison, 34 voitures sur la grille de départ. Pole position pour la Toyota numéro 8 de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi. La 7 pourtant la plus rapide aux essais devait partir des stands. Les deux rébellions passent à l'attaque d'entrée de jeu. Départ plus chaotique pour Nicolas Lapierre et l'Alpine numéro 36 et pour Harry Tincknell sur la Ford 67. Premier tour, GTE-AM, triangulaire Ferrari. Le japonais Ishikawa sur la 70 part en tête à queue après une touchette. Sur la Porsche Gulf Racing, Michael Wainwright veut l'éviter. Part en glissade, sortie de piste. La course est une première fois neutralisée. La Toyota numéro 7 s'élance des stands, dernière conséquence d'une pénalité pour déclaration incorrecte du débitmètre de carburant aux essais. Début de course très animé en GTE-AM, l'Aston Martin détenant du titre est sous la pression de deux Porsche, dont la numéro 77 de l'équipe soutenue par Patrick Dempsey. GTE Pro, les deux Ford en tête. À l'approche du célèbre raidillon de Spa, grosse frayeur, la 67 échappe à Harry Tincknell qui heurte violemment les piles de pneus. Deuxième procédure safety car, Tincknell s'en sort heureusement indemne. Derrière, la Toyota numéro 7 poursuit sa remontée. Revenue au contact de la numéro 8 qu'elle dépasse, elle se replace ainsi dans le même tour que la voiture sœur, alors pilotée par Fernando Alonso. LMP2, avantage pour l'Oreca G-Drive numéro 26 de Roman Drusinov, Jean-Éric Vergne, Andrea Pizzitola. Rébellion est repassé en catégorie LMP1, arrêt de la numéro 1 pour un problème d'antenne, de connexion numérique. GTE Pro, arrêt simultané des deux Ferrari F-Corset, mais la 51 en repartant est heurtée par la Porsche Team Project One. Suspension avant touchée pour la Ferrari, fini les espoirs de victoire. Ça se passe au raidillon de l'eau rouge. Le russe Matevos Isakian s'est rapproché d'une Porsche officielle en GTE Pro. Et là, Médusé se fait carrément déposer sur place par la Rébellion numéro 1 qui passe alors 3e. Peu après, Matevos Isakian sort de la piste. Il est indemne. La course est une nouvelle fois neutralisée. À la reprise, Ford et Porsche reprennent leur duel de plus belle, superbe. Au passage du raidillon, avantage pour la Ford GT de Stéphane Muqueux, Olivier Pla et Billy Johnson, la numéro 66. Bataille entre les deux Porsches officiels en GTE Pro. La numéro 92 prend l'avantage. Elle est pilotée par un Danois, Michael Christensen, aucun lien avec Tom Christensen, et par le Français Kevin Estre. Fin de course difficile pour la Porsche numéro 91 qui va se faire bousculer, surtout se faire subtiliser la 3e place en GTE Pro par la Ferrari F-Corset numéro 71 de David Erigon et Sam Bird. Duel Aston Martin en GTE AM, la 98 l'emporte pour 221 millième. Ford entame la super saison 2018-2019 par une super victoire en GTE Pro. Victoire Oreca G-Drive en LMP2. En LMP1, mission accomplie, première course en endurance et première victoire pour Fernando Alonso avec la Toyota numéro 8. Bien revenu, la numéro 7 termine 2e. Spa 2018, victoire pour Fernando Alonso, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi. Prochain rendez-vous, les 24 heures du Mans. Très grosse affluence le 29 avril au musée des 24 heures. On le voit derrière moi. Près de 4000 visiteurs ont profité de la journée nationale des véhicules d'époque. Aujourd'hui, pour la 2e année, la Fédération française des véhicules d'époque, qui a été reconnue d'utilité publique en 2009, organise la journée nationale. Incite tous les amateurs et les collectionneurs à faire sortir leur voiture, à communiquer avec le public. Le musée est ouvert gratuitement. Il y avait déjà des clubs de la région qui avaient prévu de venir. Donc tout ceci amène beaucoup de monde. La Fédération française des véhicules d'époque a été créée en 1967 pour assurer la défense des collectionneurs à l'origine de voitures anciennes, et ça s'est étendu à tout type de véhicules aujourd'hui âgés de plus de 30 ans. Donc automobiles, motos, camions, tracteurs et autocars et véhicules militaires. Il y a plus de 1500 clubs en France qui sont adhérents, des clubs
pour le souvenir d'une marque disparue, des clubs à vocation régionale pour que les amateurs se rencontrent, et des professionnels spécialisés dans l'automobile ancienne, ainsi même maintenant que des organisateurs d'événements. Donc c'est tout un secteur d'activité important. Il y a plusieurs milliers d'emplois qui tournent autour de l'activité voiture ancienne en France, dans la rénovation des voitures, dans la fourniture, l'entretien, la commercialisation des pièces de rechange. Il y a pas mal d'organisations. Ça génère évidemment un flux important aussi sur le plan touristique, aussi en matière d'hôtellerie, de restauration. Donc c'est une activité de loisirs importante et la fédération est là pour que tous ces passionnés, tous ces amateurs puissent continuer à exprimer la qualité et l'histoire du patrimoine roulant et la longue histoire notamment des marques françaises dans cette activité. Le rôle de la fédération est de venir en aide à tous les gens qui s'investissent dans ce milieu, principalement au niveau de leurs loisirs. Il y a des conseils et des aides à apporter en ce qui concerne les contrôles techniques pour toutes les voitures qui ont entre 30 ans d'âge et une fabrication postérieure à 1960, soit ils ont conservé une carte grise normale et ils passent au contrôle tous les 2 ans, soit ils ont opté pour une carte grise de collection pour laquelle la fédération délivre une attestation. Et à ce moment-là, le contrôle technique est à passer tous les 5 ans. Si le véhicule a été mis en service avant 1960, il est aujourd'hui dispensé du contrôle technique. Le nouveau contrôle technique, il est plus rigoureux, mais il sera le même pour tout le monde. Les fuites d'huile, il faut vraiment que ça soit du goutte à goutte. Je pense qu'il va plutôt nettoyer des véhicules d'usage courant qui sont dans un état déplorable. Mais pour les véhicules anciens, ça ne va pas avoir une très grosse incidence. L'important, c'est que les amateurs et les collectionneurs puissent être responsabilisés et puissent conserver la liberté de circuler afin de montrer la richesse de ce patrimoine. Le parc automobile français est estimé à 25 millions de véhicules, parmi lesquels il y a 800 000 véhicules de collection recensés dans ces 1500 clubs. 400 000 de ces véhicules roulent à peu près régulièrement. La FFVE est là pour défendre l'intérêt des véhicules anciens. Il fut un temps, quand on a fait une manifestation à Strasbourg, ça nous a permis de pouvoir rouler sur les routes à nouveau parce qu'il était tentant pour les gens qui nous gouvernent de supprimer les voitures de nos routes parce que ça pollue, parce qu'il y a de l'amiante dans les joints de culasse par exemple. Quelqu'un qui veut acquérir un véhicule de collection, soit il se passionne pour une marque, il a une idée précise et il prend contact avec le club de la marque, soit il prend contact avec les clubs de sa région parce qu'il y a maintenant dans toutes les régions de France des clubs d'amateurs constitués à vocation régionale, donc avec une fréquentation multimarque à l'intérieur. Il peut aussi bien évidemment consulter la presse spécialisée, suivre les petites annonces, ne pas s'emballer et puis privilégier soit un projet de restauration avec une voiture en état d'origine, soit la transmission d'une voiture qui a été bien restaurée. Et l'important, c'est de respecter l'époque quand on restaure un véhicule aujourd'hui, de lui conserver autant que possible sa couleur et ses caractéristiques d'époque. Avec une carte grise de collection, on a le droit de circuler avec les plaques sur fond noir telles qu'elles existaient auparavant. Le Harley-Davidson Panhead est une pièce de collection. Big Jack, le spécialiste Harley situé rue Montoise au Mans, restaure un modèle de 1961. Donc l'entreprise Big Jack Cycle existe depuis 24 ans. C'est une entreprise dans laquelle nous faisons surtout de la vente par correspondance. Nous avons aussi un atelier de transformation et de customisation sur lequel nous pouvons transformer des motos ou entretenir tout Harley-Davidson depuis de nombreuses années. Nous envoyons surtout de la pièce pour customiser des Harley-Davidson, pour entretenir des Harley-Davidson et nous envoyons entre 10 et 12 000 colis par an d'employés. Nous sommes 7 en tout avec moi-même. Donc ça c'est un Panhead de 1961 sur lequel nous avons refait le moteur entièrement. Et après nous l'avons entièrement construit de A à Z. Nous avons acheté un cadre que nous avons modifié, nous avons fabriqué de nombreuses pièces. Dont le porte-bagages par exemple, les supports de commande avancés. Enfin, ça c'est une moto que nous allons présenter au Custom Show à Tours cette année pour essayer de faire valoir l'entreprise, de se faire connaître un peu plus. Le moteur c'est un Panhead de 1961, donc c'est un 1200 Panhead. C'est un vieux moteur totalement restauré. La valeur, ouais, c'est une moto qui va revenir à 40-50 000 €. C'est une pièce de collection, quoi. Il y a pas mal de passionnés, ce sont des collectionneurs. Et qui viennent aussi souvent refaire leur moteur ici par exemple, parce que nous avons Rodolphe, notre mécano qui est professionnel dans la matière.
5e bourse d'échange à Arnage le dimanche 6 mai pour les amateurs de miniatures et de vraies voitures anciennes. 5e bourse d'échange à Arnage, toujours au mois de mai effectivement, avec une période assez traditionnelle pour nous maintenant. Oui. Nous avons 800 mètres carrés intérieurs d'exposition, plus l'exposition extérieure de voitures à taille réelle. Et sur les 800 mètres carrés, nous avons à peu près une cinquantaine d'exposants, beaucoup d'exposants de petites voitures, mais aussi un peu de trains, un peu de jouets, un peu de poupées, un peu de variétés et des articles divers. L'année dernière, nous avions eu un peu plus de 700 visiteurs qui étaient venus nous rendre visite. Donc cette année, nous ouvrons 1 heure de plus, c'est-à-dire que nous ouvrons jusqu'à 16 heures. Nous espérons que l'heure d'ouverture supplémentaire permettra peut-être à un plus grand nombre de personnes de venir. On a essayé d'animer le mieux possible cette manifestation et de proposer aux visiteurs non seulement une grande bourse d'échange où on peut trouver beaucoup de petites voitures à différentes échelles, mais aussi des animations comme l'exposition de 10 voitures à taille réelle avec leurs propriétaires qui sont présents et qui vont parler de l'histoire de chaque voiture. Et c'est une histoire d'une voiture, mais l'histoire aussi d'un propriétaire vis-à-vis de cette voiture. Donc ça, c'est intéressant de les écouter raconter ce qu'ils ont vécu. Nous avons aussi à l'intérieur de la manifestation 2 invités qui sont pour l'un un illustrateur bien connu dans la région, Dominique Donnet de l'agence Archimède, qui a fait 7 fois l'affiche des 24 heures du Mans de 2001 à 2007, si je ne me trompe pas, et qui propose beaucoup d'articles avec sa patte inimitable sur ces articles. Et puis nous avons également Philippe Vogel, qui est à la fois un auteur de petits livres sur la course automobile, et puis qui propose aussi tout un nombre d'articles assez originaux, notamment un produit qui s'appelle Pistafil, qui est un support assez original pour mettre en valeur une petite voiture. L'association LR Promotion, alors c'est une association de loi 1901 qui est ouverte à tous les garçons et filles, quel que soit leur âge. La particularité de notre association, c'est que tous les membres bénévoles ont un objectif, c'est d'aider les pilotes, garçons ou filles, je précise bien, à débuter en karting ou en sport automobile. Donc on est dans une activité sportive qui coûte hélas pas mal d'argent, comme chacun le sait. Donc toutes les organisations que nous avons, comme cette bourse d'échange, ce sont des petites gouttes d'eau, mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, eh bien ça nous permet d'avoir par exemple en sport automobile Antoine Robert qui a été champion de France à l'âge de 17 ans, donc le plus jeune champion de France d'une catégorie adulte, et puis en kart, plusieurs jeunes qui il y a 15 jours ont gagné devant 40 équipes d'adultes là aussi, une course d'endurance de 6 heures sur le circuit de Laval. On a aussi le soutien de donateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises, qui en contrepartie de leurs dons reçoivent un reçu qui leur permet de défiscaliser jusqu'à 66% du montant donné. Donc ceci aussi nous aide et nous permet d'avancer dans nos projets sportifs en 2018. Place maintenant aux nouveautés et à l'actualité avec Automoto Show. Pour débuter cette nouvelle rubrique Actu Automoto, nous prenons tout d'abord la direction du Nürburgring, une destination très appréciée des constructeurs de modèles sportifs et en particulier de Porsche. Quelques semaines en effet après que la Porsche 911 GT2 RS ait adjugé le record du tracé allemand dans la catégorie véhicule de production, c'est la nouvelle 911 GT3 RS qui s'y est illustrée aux mains du pilote officiel Porsche, Kevin Estre. Avec un temps de 6 minutes 56 secondes et 4 dixièmes, le Français signe un chrono remarquable qui place cette nouvelle 911 GT3 RS propulsée par un bloc 6 cylindres 4 litres de 520 chevaux parmi le club très fermé des modèles passés sous la barre des 7 minutes au tour sur l'enfer vert. Une performance qui devrait contribuer aux ventes de cette 911 GT3 RS disponible à partir de 198 335 €. Et de performance, il est encore question avec le prototype IDR Pikes Peak dévoilé par VV Motorsport sur le circuit d'Alès, dans le Gard, le fief de son pilote Romain Dumas. 30 ans après avoir disputé l'ascension de Pikes Peak avec une Golf largement préparée, le constructeur allemand fera son retour dans le Colorado en juin prochain pour tenter de s'y imposer dans la catégorie électrique. Propulsé par 2 moteurs délivrant un total de 680 chevaux et 650 Nm,
Ce prototype IDR Pikespeed, dont le poids n'excède pas 1100 kg, est capable d'abattre le 0 à 100 en à peine 2 secondes. Confié aux mains expertes du français Romain Dumas, déjà 3 fois vainqueur de l'épreuve, il tentera de battre le record établi en 2016 par le néo-zélandais Rhys Millen avec un temps de 8 minutes 57 secondes et 118 millièmes. Le départ de l'édition 2018 de la course vers les nuages sera donné le 24 juin prochain. Nous dessinons un monde de confort, de sérénité, où tout est fluide. Plongeons maintenant dans le futur avec DS Automobile, dont les designers et ingénieurs ont récemment présenté le concept DS-X e-Tense, leur voiture de rêve de 2035. Animé par un groupe électrique et équipé notamment d'un système de conduite autonome, ce concept surprend surtout par sa conception asymétrique. D'un côté, le conducteur pénètre dans le cockpit via une porte en élytre pour s'installer dans un siège pyramidal capable de s'adapter à sa morphologie. De l'autre, ce même conducteur devient simple passager et s'installe dans un cocon de verre via une porte papillon à bord d'un siège ventilé et massant en forme d'aile d'oiseau. Développé en collaboration avec DS Performance, la branche sportive de DS Automobile engagée dans le championnat FIA Formula E, ce concept n'oubliera pas non plus d'être rapide, puisque son groupe propulseur 100% électrique pourrait développer jusqu'à 1360 chevaux en mode circuit, de quoi on l'imagine procurer quelques bonnes sensations en piste. Enfin, dans un avenir beaucoup plus proche, les amateurs de véhicules électriques vont pouvoir s'offrir un exemplaire de la nouvelle Polestar 1, le premier modèle de la marque haute performance de Volvo Cars, Polestar. Le coupé 2+2 du constructeur suédois, qui sera animé par un groupe hybride développant 600 chevaux et 1000 Nm, offrira notamment une autonomie de 150 km en mode tout électrique. Encore en phase de développement, le premier prototype opérationnel de la Polestar 1 rentre tout juste du cercle polaire arctique, où il a mené avec succès un essai grand froid. La production de la Polestar 1 sera quant à elle lancée début 2019 dans le nouveau centre Polestar de Chengdu en Chine. La Polestar 1, qui est disponible en précommande depuis la mi-mars, sera commercialisée au prix de 155 000 €. L'essai électrique maintenant avec Pascal Brulon et la Nissan Leaf. Voilà, au bord d'un canal pour montrer la sérénité, la tranquillité de conduite d'une électrique évidemment. Alors cette Nissan Leaf, c'est la voiture électrique la plus vendue au monde, on a tendance à l'oublier, parce qu'en France effectivement, l'électrique c'est la Zoé, c'est 50% du marché. Mais partout ailleurs, c'est la Nissan Leaf. Alors c'est la deuxième version, elle est passée de 24 kWh à 40 kWh, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une autonomie beaucoup plus importante. Là je parle de batterie bien évidemment. Aujourd'hui on est sur une autonomie probablement réelle de 250 à 350 km, sachant qu'elle est annoncée pour 378 évidemment. Alors bientôt, les normes vont changer et on saura d'une manière beaucoup plus précise. D'un point de vue puissance, c'est une voiture également qui a beaucoup évolué, puisqu'elle est passée de 109 chevaux à 150 chevaux. Et Michel, vous l'avez essayé. Tout à fait, ça pousse très bien. Hein. Bon, même en mode éco, parce que en l'occurrence, il y a évidemment un mode éco dessus. Alors les nouveautés de cette Leaf, c'est la ligne, qui n'est plus clivante comme elle l'était précédemment. Un peu anguleuse quand même, hein, je trouve. Alors moi je trouve qu'elle a du chien, et notamment avec ses phares là, ces phares qui ont cette particularité d'être adaptatifs, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens, vous êtes en plein phare, et ça va passer en feu de croisement. Par exemple, elle a plein de petits, j'allais dire des petits gadgets, c'est plus que des petits gadgets. Vous avez testé aussi la vision à 360 degrés. Ah oui, tout à fait. Quand on recule, effectivement, on a une caméra de recul qui multi-position, qui nous prend du ciel par-dessus. Oui. C'est un truc assez étonnant. Donc cette Nissan Leaf est particulièrement complète dans son équipement. Elle est plutôt bien finie. Ah oui, ça pas de problème. J'ai testé également l'e-pédale, c'est marrant ça. Alors ça c'est la grande nouveauté, ça bluffe beaucoup d'essayeurs. En fait quand on est habitué aux voitures électriques, on sait qu'on peut utiliser le frein moteur. Sur certaines même, on peut régler le frein moteur plus ou moins fortement. Sur celle-ci, le frein moteur il est permanent si on le veut. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'utilise plus du tout la pédale de frein, mais vraiment. Alors c'est vrai que c'est bluffant. Et on peut rouler simplement en profitant de cette décélération un peu puissante qui recharge en même temps la batterie. En fait.
faut le dire. Elle se stationne toute seule également? Oui, effectivement. Alors le ProPilot, je crois, c'est un parquage automatique. Elle a le chargeur de téléphone, évidemment. Maintenant, c'est quasiment classique. Bref, c'est une voiture qu'on a envie de posséder. Attention, c'est pas une petite voiture. On parlait de la Zoé tout à l'heure. C'est la gamme au-dessus. Là, on est à 4,49 m. Donc, c'est une grande voiture, malgré tout, relativement familiale, un coffre de 435 décimètres cubes et bon, des prestations qualitatives. Alors, vous allez me dire, on a une grande famille, comment on fait? C'est ça? Oui, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas? Eh ben, quand on a une grande famille et qu'on part en voyage, ben, grâce aux aides qui sont apportées directement par le constructeur au départ, on a quelquefois des billets SNCF gratuits ou des réductions. On a la possibilité d'avoir aussi la même chose sur des locations de voitures, carrément offertes, hein, ou en réduction aussi. Et puis enfin, on a la possibilité de recharger sa voiture sur des bornes Nissan gratuites. 300 bornes en France, c'est pas énorme, mais ça peut permettre de faire quand même quelques kilomètres. J'ai bien dit gratuit. Combien ça coûte tout ça? Parce que c'est cher une voiture électrique. Oui, c'est vrai. Ça coûte 34 000 €, entre 34 et 36 selon les finitions, moins les 6 000 évidemment d'aide gouvernementale. Bref, vous pouvez aussi louer la voiture pour 300 € par mois, 37 mois, à condition de ne pas faire plus de 12 000 km par an. Alors pour info d'ailleurs, à propos des kilomètres, qu'on arrête de dire n'importe quoi, la batterie est garantie 8 ans, 160 000 km, donc on peut aller loin quand même avec. Moi je suis assez emballé, hein, à vrai dire. J'étais emballé par la première, honnêtement. C'est une voiture agréable, confortable, silencieuse. On parlait de confort tout à l'heure, c'est vrai que c'est souple, hein, on passe les dodanes sans difficulté. Donc moi je pense que bah, voilà, si j'avais un grand garage, je l'achèterais peut-être. Une grande famille. Une grande famille. Merci Pascal. V8 Le Mag est maintenant terminé. Merci à toute l'équipe d'LMTV pour leurs belles images. Merci à vous, cher public, pour votre fidélité. Ne ratez pas ce week-end les Américaines à Guesselard, du cinéma, du spectacle et de belles voitures qui font rêver. On se retrouve pour un prochain V8 Le Mag. Bonne route, à bientôt.